Industrial Nation, je suis avec Eric Cabaillet. Bonjour Eric. Bonjour Karim. Merci de nous accueillir ici chez BR. Peut-être qu'on peut commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu qui tu es et quel a été ton parcours avant d'arriver ici? Donc, moi j'ai dirigé une entreprise de transport et de logistique pendant 25 ans et conjointement j'ai aussi co-dirigé un groupement de transporteurs européens qui s'appelle Astre, pour lequel je m'occupais de la partie communication événementielle. Et lorsque j'ai cédé mon entreprise en 2016, les dirigeants du groupe BER, que je connaissais très bien depuis très longtemps, puisqu'on faisait partie du groupement Astre ensemble, m'ont proposé de rejoindre le groupe pour accompagner le développement, notamment en termes de communication du groupe, à la fois à travers la communication interne, la communication externe, et puis les événements sur lesquels il fallait absolument travailler pour élargir un petit peu le champ de la notoriété du groupe BER. Alors justement sur la communication, on ne peut pas vous louper, parce que celui qui prend l'autoroute A7, et là ça va être la saison des départs en vacances, donc je pense qu'il y a quelques-uns de nos auditeurs là, qui vont, à qui ça va parler. Ça a été quoi un petit peu la stratégie en termes de communication? On est quand même sur des milieux ou des domaines où on ne communique pas beaucoup, sur la logistique en tout cas, pas de manière assez offensive. Quelle a été un peu ta démarche chez BER? Alors moi c'était le postulat de départ, l'idée c'était de dire on s'extrait de cette espèce d'inertie professionnelle du transport et de la logistique qui consiste à dire pour vivre heureux, vivons cachés. Et donc moi c'était ma feuille de route quand j'ai été recruté, c'était de dire comment on fait pour développer la notoriété du groupe et faire en sorte que on s'affiche mieux, avec une lisibilité plus cohérente pour les clients et pour notre environnement économique. Donc la première des choses, ça a été de faire un bilan sur l'état des lieux. Il n'était pas très brillant et en même temps, on avait un attachement à la marque BER qui existe depuis 1964. C'est un groupe qui a plus de 55 ans maintenant. Et donc, il y avait cet attachement historique parce que c'est une entreprise qui a gardé, malgré sa croissance, qui a gardé cette dimension familiale. Et donc, les gens étaient très attachés à cette marque. Donc, on a tenté de modifier un petit peu notre identité visuelle, mais sans pour autant renier notre histoire, cette humanité qui est au cœur de ce que nous sommes, cette forme d'audace qui nous caractérise à la fois sur le plan commercial, mais aussi sur le plan de l'organisation. Et donc on a créé cette nouvelle marque, BER & New, qui est censée faire se regrouper à la fois tous les intérêts de nos collaborateurs, de chacun de nos collaborateurs, en les associant, ce BER & New auquel on les associe, mais aussi bien évidemment nos clients, parce que New ce sont aussi nos clients, et puis tous nos partenaires économiques. Et enfin, à travers ce New, quelque part, on met une petite touche européenne, internationale, qui affiche notre ambition. Et puis vous verrez, quand vous serez plus attentif à l'intérieur de BER & New, il y a le petit E minuscule, c'est celui qui nous rappelle à la fois ce que nous sommes, nous, les êtres humains au sein de cette organisation-là, et en même temps le développement du e-commerce qui représente pour nous un potentiel de développement relativement important. Ok, en tout cas c'est bien réussi parce que de l'extérieur je crois que c'est comme ça qu'on perçoit. Le you c'est les clients, c'est les collaborateurs et c'est l'humain qui est au centre de... Et ça va se voir de plus en plus parce qu'on est en train de déployer toute la nouvelle flotte de véhicules. Alors déployer une flotte c'est toujours délicat puisque chez BER on a un petit peu plus de 1800 cartes grises. Forcément on ne change pas ça du jour au lendemain, il y a un plan d'investissement par rapport à ça. Et donc là sur cette année 2019 on a près de 200 remorques qui vont s'afficher aux nouvelles couleurs BER & New. Tous les tracteurs vont passer avec la nouvelle identité visuelle et donc petit à petit ça va s'imposer aux yeux des gens et ça va permettre de montrer justement cette transition. Et puis tu l'as dit, ce nouvel entrepôt logistique en bordure d'A7 à Albon, à mi-chemin entre Valence et Lyon, qui est notre plus belle vitrine logistique avec une plateforme qui atteindra à terme 30 000 m². On a juste le siège à côté, 1800 m². Et donc forcément ça nous aide beaucoup sur le développement de l'image et de la notoriété. Puis bon, les couleurs qui sont un peu détonnantes par rapport à ce qu'on peut voir dans le milieu de la logistique. On est sur des couleurs très... alors c'est vrai qu'il y a du rose quoi. On était sur un bleu historique auquel tout le monde était très attaché et en fait il a fallu se battre un petit peu. Donc l'agence avec laquelle j'avais travaillé nous avait proposé un look total pink, donc complètement rose. Et c'est vrai que quand je l'ai présenté la première fois au comité de direction, j'ai senti que ça allait pas passer. Et je te cache pas que j'étais pas super fan du Total Pink, donc on l'a mis de côté et puis on a conservé notre identité avec ce bleu auquel on est vraiment très attaché, qui nous représente et auquel nos collaborateurs s'attachent aussi. Et puis on a mis cette touche de rose qui est cette part de féminité qu'on a tous en nous et qui fait qu'on se différencie. Alors je remarque simplement que depuis qu'on l'a affiché maintenant, on a beaucoup
beaucoup de transporteurs qui affichent du rose maintenant dans leur couleur et dans leur nouveau logo. C'est bien, si au moins on a pu faire changer ça, ce sera déjà ça de gagner. Mais bon, nous on était les premiers et on en est très fiers. Alors justement, est-ce qu'on peut parler un peu de Baird, voilà, qui vous êtes, quel type de client vous adressez aujourd'hui, un peu vos ambitions, comment vous positionnez sur le marché de la logistique qui a l'air extrêmement concurrentiel aussi, il y a beaucoup d'acteurs, avec chacun sa spécificité. Voilà, qui vous êtes en fait aujourd'hui? Alors je vais juste faire un rapide historique de la société, créée en 1964 par M. Jean Baird, qui était à l'époque plus négociant en matériaux que transporteur. Il transportait en compte propre pour son négoce de matériaux. Il était basé de l'autre côté du Rhône, en Ardèche. Et puis très rapidement, comme pour beaucoup d'entreprises à cette époque-là, une croissance qui lui permet d'envisager une pérennité de l'entreprise sur du moyen puis du long terme. Il déménage, il vient de ce côté-ci du Rhône, dans la Drôme, et puis il développe, il organise, il structure la société, et en 1992, il souhaite prendre sa retraite. Et de manière tout à fait naturelle et presque instinctive, il s'adresse en priorité à ses cadres, à son middle management, à qui il propose de reprendre l'entreprise. Et donc, c'est ce middle management qui réalise le premier LBO et qui rachète Baird, qui à l'époque était une entreprise très modeste de transport et un petit peu de logistique. Et puis, entre 92 et 2012, en fait, ces dirigeants, qui sont au nombre de 4, ont développé, à travers et de la croissance organique et de la croissance externe, ont développé les activités, créé un début de groupe avec des implantations un petit peu partout en France, et ont amené cette croissance aux alentours de 90 millions d'euros à l'aube des années 2012. En 2012, la grande majorité des dirigeants a souhaité faire valoir ses droits à la retraite, et donc s'est adressé au marché pour céder l'entreprise. Et en fait, de la même façon que M. Baird, ils ont favorisé une cession en interne au travers d'un comité de direction du middle management, de 6 des dirigeants. Et de manière très spontanée, l'ancien PDG a souhaité accompagner ces 6 dirigeants. Il lui restait quelques années avant de faire valoir ses droits à la retraite. Et donc Patrice Péricard, qui est toujours notre PDG aujourd'hui, accompagné de 6 autres dirigeants qui sont maintenant au nombre de 5, puisque 2 sont repartis, ont quitté le groupe. Donc on a un comité de direction qui est constitué de 5 dirigeants. Patrice Péricard, historiquement PDG depuis 1992 et même avant présent avant, parce qu'il fait partie des cadres. Absolument, et qui est en fait pour nous tous les collaborateurs le gardien du temple, des valeurs du groupe Baird. Et puis ces cadres qui ont été nos collègues à une certaine époque et qui aujourd'hui sont nos dirigeants. Et ce qui est amusant, c'est que d'ores et déjà en 2019, les dirigeants préparent le 3e LBO avec la création d'une société qui s'appelle Baird Cadre, à laquelle 80 des cadres du groupe vont contribuer pour préparer justement cette transition qui devrait arriver dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc c'est vraiment une culture de la transmission. Et une culture forte, donc pour que des cadres aussi puissent à chaque fois se repositionner comme ça pour s'investir et reprendre la société. Ça veut dire qu'il y a des valeurs aussi qui sont partagées de manière très forte dans l'entreprise, j'imagine. Oui, effectivement, et partagées et en même temps enrichies des compétences de chacun d'entre nous, parce que bien évidemment les cadres de 92 n'ont pas les mêmes expertises que celles d'aujourd'hui. Heureusement. Et donc on se retrouve, oui heureusement, c'est vrai pour le marché, et on se retrouve avec une espèce de concordance d'expertise qui fait que à chaque fois le pool s'enrichit d'apports extérieurs et devient de plus en plus performant, et ça se retrouve aujourd'hui dans les chiffres. Avec tout l'historique qui est conservé aussi en interne, puisqu'il n'y a pas du coup de rupture au moment de la cession d'entreprise. Non, pas du tout. Et je me souviens, alors je ne l'ai pas vécu parce que je n'étais pas dans l'entreprise, que j'ai rejoint en 2016, mais en 2012, la légende dit que lorsque les cadres qui ont repris le groupe sont revenus après la signature officielle, eh bien, au siège de Saint-Rambert d'Albon, juste à côté, l'ancien siège, tous les collaborateurs du siège étaient dehors et ont applaudi les nouveaux dirigeants, parce que quelque part c'était une forme de consécration. On savait où on allait avec des dirigeants qu'on connaissait. Et donc il n'y avait pas cette incertitude dans le cas d'une reprise ou d'une cession à un tiers, où on sait qu'il va forcément y avoir un peu de sang sur les murs et des dommages collatéraux. Là, ça n'était pas le cas. Donc c'est vraiment une histoire de la transmission et de la cession en interne. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, si on doit parler aujourd'hui du développement du groupe, eh bien, quelques chiffres clés, je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu plus de 1800 cartes grises en circulation, une 60aine d'implantations sur le territoire français, dont 30 qui sont des implantations
logistique, avec des entrepôts logistiques. Ça représente à peu près 350 000 m² de surface logistique. On est majoritairement installé le long du couloir rhodanien, avec 3 grosses implantations, Nîmes, Sorgues et Marseille, la banlieue de Marseille, sur la région PACA, le couloir méditerranéen. On remonte ensuite tout le couloir du Rhône, avec des implantations majoritaires sur la Drôme et l'Ardèche, qui sont les cœurs, le core business de Berre, du groupe Berre & New. Présent sur Lyon avec 2 implantations, Bézieux-Saint-Priest, présent sur Saint-Étienne, la région parisienne, le nord, l'est, la région Tourangelle, Tours, où on a une grosse capacité logistique avec plus de 80 000 m² de surface de stockage et 2 entreprises de transport. Et puis une entreprise qu'on a rachetée, un groupe qu'on a racheté au mois d'octobre 2018, le groupe Bourra en Auvergne, avec 4 implantations, là aussi, de la logistique, du transport, de la distribution, du transport de voitures, des expertises qui viennent enrichir encore une fois le portefeuille. Ok. Tout à l'heure, quand on préparait, je t'ai demandé quelle est la particularité de Berre, enfin comment vous aidez vos clients à grandir, et tu m'as répondu des principales façons d'aider nos clients à grandir, c'est de proposer des solutions audacieuses et innovantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est vrai que l'un de nos slogans qui est ressorti de tout le travail de fond qu'on a fait sur justement quelles sont nos valeurs fondamentales, au-delà de l'humanité qui nous caractérise, on se sait et on se sent audacieux. C'est-à-dire que l'un de nos slogans, c'est « Oser l'audace ». Et comment aujourd'hui on traduit ça? Je dirais très simplement, en partant du principe que si l'objectif de la concurrence, c'est de proposer exactement la même chose que nos collègues en essayant d'être plus compétitifs sur le prix, je vais dire que c'est facile. Et ensuite, le client va faire le choix à travers la notoriété, la sécurité, l'environnement financier de l'entreprise. Nous, on essaye de proposer des solutions qui ne sont pas forcément particulièrement innovantes, mais qui sortent un peu du cadre de la demande. Et donc, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête. C'est pour une grande enseigne du jardinage et du bricolage qui nous interroge et qui nous dit, voilà, j'ai une grosse surface logistique en région parisienne, c'est aujourd'hui notre barycentre, et à travers cette grosse surface que j'aimerais que vous réétudiez, eh bien, on veut partir sur un plan transport France et Europe et réfléchir à la manière d'optimiser ce plan transport en même temps que notre barycentre. Et nous, on réfléchit et on voit, parce qu'on connaît nos concurrents, et on se dit, est-ce que la région parisienne, finalement, c'est le barycentre optimal pour ce client-là, compte tenu du fait que 80% de ces marchandises sont fabriquées dans des pays tiers, arrivent par la mer et notamment dans les ports du nord de l'Europe, et comment est-ce qu'on peut faire pour apporter une solution qui soit à la fois plus pertinente, plus compétitive. Et donc on propose de déplacer le barycentre. C'est pas rien, puisqu'on parle de 50 000 m², et on déplace ce barycentre plus au nord de la France, et on réétudie tout le plan de transport à partir de là. Ça veut dire que toutes leurs importations arrivaient en grande partie sur ce barycentre de la région parisienne, donc avec une déperdition. Enfin on avait des approches qui étaient chronophages, qui posaient des problèmes de coûts, et qui ne permettaient pas, compte tenu des prix de la logistique en région parisienne, qui ne permettaient pas d'optimiser la logistique, et en fait, au-delà de la logistique, la supply chain dans sa globalité, c'est-à-dire non seulement la logistique, mais tout ce qu'il y avait d'organisation transport au-delà de ça. Et donc, simplement en déplaçant le barycentre et en le mettant un petit peu plus au nord, à proximité des ports, notamment de Belgique, de Hollande et de France, sur lesquels arrivait la majorité de ces marchandises pour ce client-là, eh bien, on a permis d'optimiser le plan de transport amont, donc d'avoir une vision 3PL, avec cette approche à proximité des hinterlands portuaires, et puis en même temps, on a développé, en étant au sein d'un bassin industriel formidable, on a développé un plan de transport qui aujourd'hui permet de servir les 360 magasins en France et en Europe dans de bonnes conditions de délai, dans de bonnes conditions de qualité. On a la capacité de production à proximité, puisqu'on a nos agences qui sont là, tout un tissu de confrères qui nous accompagnent sur ce dossier-là. Et donc le client, finalement, non seulement on lui a apporté une solution plus pertinente en termes d'organisation, mais aussi plus compétitive, moins chère. Et donc, quelque part, ce oser l'audace, on l'a traduit à travers quelque chose qui sortait du cadre. C'était une forme de... L'audace, c'était de les amener à comprendre qu'ils devaient, ou c'était mieux d'abandonner cet entrepôt. L'objectif, c'était pas de trouver 50 000 m² en région parisienne et de rebâtir un plan transport juste en disant on est meilleur que les anciens et vous allez voir la logistique, ça va bien se passer le transport. Non, c'était de dire finalement la problématique, est-ce que c'est pas la région parisienne? Est-ce qu'aujourd'hui sur la région parisienne,
moyenne, vous avez vraiment besoin d'avoir votre barycentre logistique. Et on a convaincu le client et on l'a emporté. Ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille avec lui et il me semble qu'il est relativement satisfait de nos prestations. Tout à l'heure, tu disais que dans les axes de développement importants, le e-commerce était une de vos préoccupations. On a même mis le petit E dans le logo. Qui dit e-commerce dit aujourd'hui des modes de consommation qui ont évolué, on cherche de la personnalisation. Enfin, c'est vers ça que va un peu le e-commerce. On veut des choses extrêmement personnalisées, extrêmement pointues. Comment ça se traduit dans les solutions que vous proposez aujourd'hui peut-être, je ne sais pas si c'est le cas des grands acteurs du e-commerce, si vous en avez dans votre portefeuille. Comment concrètement vous apportez des solutions à ces entreprises-là par rapport à cette problématique du e-commerce? Alors, en fait, au début, on s'est posé la question de savoir comment un logisticien pouvait faire du e-commerce. Et on est arrivé avec des solutions de logisticiens. Et bien évidemment, on a mangé notre pain blanc sur ce coup-là. Donc on s'est assis à une table avec notre service DSI, nos services informatiques, et donc on a essayé de voir si on voulait réellement s'engager dans le développement du e-commerce et être un acteur, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse, de quoi on avait besoin, quelles étaient les expertises dont on avait besoin et quel était le palier qu'il fallait qu'on passe. Le digital est un palier essentiel sur le sujet. C'est la première chose. On a beaucoup travaillé sur nos outils digitaux. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour apporter une valeur ajoutée à une marketplace ou à quelqu'un qui veut développer du e-commerce pour ses différents services. Et là, sur ce sujet-là, la digitalisation est un passage obligé. Donc, il a fallu travailler sur les outils qui permettent de parler le vocabulaire du client, voire même quelquefois de le lui apprendre. De lui apprendre, Le lui apprendre. Je pense notamment à toutes ces startups qui arrivent sur le marché et qui sont avec des modèles économiques qui ne sont pas encore avérés et à qui il faut expliquer que il y a des points de passage obligés quand on veut gérer des outils logistiques et être un acteur en développement sur un sujet très délicat sur lequel la concurrence est phénoménale. C'est clair. Et donc on apporte aujourd'hui cette capacité de déployer un vocabulaire qui s'adapte très rapidement. On s'adresse à des grandes enseignes du e-commerce, on s'adresse aussi beaucoup à des marketplaces. Et donc on est une espèce de plateforme d'intermédiation qui permet à une marketplace de disposer d'un outil qui bénéficie à tous ses fournisseurs et de faire son travail. Et donc très modestement, je crois qu'on avance bien. Je pense que vous êtes à un point central. Moi, on parle avec pas mal de boîtes industrielles. Le e-commerce, c'est un sujet très chaud dans l'industrie. Je ne sais plus quels sont les chiffres, mais le e-commerce B2B va surpasser largement le e-commerce B2C tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que tout le monde s'attend à une vague, une révolution assez importante. Amazon s'est positionné dessus. Il y a beaucoup de fabricants, de distributeurs industriels qui construisent leur propre marketplace. Je peux en citer quelques-unes. Mais ce que je constate moi dans les freins, quand on discute avec ces industriels, c'est quasiment toujours en frein numéro 1 la logistique en fait. Comment on va gérer ça? Comment on va gérer le fait d'avoir une demande particulière qu'aujourd'hui on serait capable de produire, mais voilà, qu'est-ce qui se passe derrière? Quel impact ça a sur mes flux logistiques, sur ma façon de travailler, de livrer, etc. Et je pense que des entreprises comme la vôtre, effectivement, elles sont bien placées en fait pour répondre à ça et pour accompagner les clients. Sachant qu'on est aussi à la fois un observateur, un accompagnateur de développement et en même temps parfois un arbitre. C'est-à-dire que le fait d'avoir la conscience que ce marché-là représente un potentiel important en termes de développement ne nous empêche pas d'être lucides. Il y a aujourd'hui des modèles économiques de start-up qui veulent déployer des solutions de e-commerce qui ne sont pas pertinents et qui ne nous paraissent pas pertinents. Et l'un des problèmes du e-commerce aujourd'hui, c'est de faire croire que la logistique ne coûte rien. Je n'ai rien inventé, mais bien souvent, c'est de faire simple qui est compliqué. Et donc, plus la solution est simple et plus il faut y avoir réfléchi. D'arriver sur le marché en disant la logistique ne va rien coûter au client, on va lui apporter une livraison en moins de 12 heures, en hypercentre, avec des solutions vertes, éco-responsables, etc. Attention, je dis juste attention. Réfléchissons bien à ce qu'on veut. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont dû se casser les dents. Parce qu'effectivement, il y a du sang sur les murs. Et nous, notre rôle en qualité d'observateur et en même temps de prestataire de service, c'est d'être conseil sur ces solutions-là. Je pense à un client avec lequel on a travaillé sur son développement, qui est Agriconomie, qui est un modèle qui intervient sur tout ce qui est pièces détachées du monde de l'agriculture. D'accord. Et donc,
c'est très innovant, il n'y a pas d'équivalent sur le marché. On a des fournisseurs qui fournissent des pièces. Lui, il se veut avec une vision globale, total marché. Ouais. Et donc, et ce client-là, il nous dit, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et nous, on lui explique simplement, on lui dit, très bien, alors procédons par étapes, voyons voir quelles sont les grandes priorités pour démarrer, et puis ensuite, faisons en sorte que si le développement est là, on puisse vous accompagner, que ce développement se passe dans les meilleures conditions possibles. Et ça se passe bien. Donc la valeur ajoutée, c'est aussi de challenger le client, c'est pas simplement répondre à tous ses besoins. Et ça, c'est important pour pas être vu aussi, quand on parlait tout à l'heure du coût, le fait de s'aligner et de se battre toujours sur le prix, c'est on va je sais pas comment le dire, ça devient une commodité en fait, c'est-à-dire que le service logistique devient un truc qu'on achète, qui n'a pas vraiment beaucoup de valeur, alors que ce que vous apportez est largement au-delà de simplement un prix et réduire des coûts. C'est vrai qu'aujourd'hui, les start-upers de ces générations et les millénials, ils ne se souviennent pas forcément, mais moi je suis d'une génération où ma grand-mère disait j'ai pas les moyens d'acheter du pas cher. Et aujourd'hui, souvent, on s'aperçoit, et notamment sur la thématique logistique et aussi sur la thématique transport, que le pas cher coûte cher. Donc il faut bien cibler son besoin, bien définir avec son prestataire, qu'il soit transport ou logistique ou 3PL dans la globalité, il faut bien savoir ce que l'on veut, ce dont on a besoin et la manière dont on va le rémunérer. Parce que inévitablement, à un moment, le pas cher coûtera cher. Coûtera très cher. Ok, donc du coup on arrive à parler du digital, on a déjà un peu parlé, on a parlé du e-commerce, on a parlé de connecter aussi les différents outils. Là on est dans un entrepôt qui est aussi extrêmement digitalisé, donc ça veut dire que vous travaillez avec des partenaires pour... voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Quelle est votre vision, vous, de la digitalisation du métier de la logistique, si on peut parler de digitalisation? Alors, incontestablement, nous sommes le maillon qui vient renforcer la supply chain du client. Et à travers cette complémentarité, il y a une forme de besoin, de nécessité, non seulement de lui apporter une valeur ajoutée supplémentaire, sinon il va faire le travail lui-même, première chose, et deuxième chose, de venir compléter sa vision de sa supply chain avec une solution qui soit la plus pertinente possible dans son schéma logistique, son schéma de supply chain. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer une relation avec un client qui n'inclut pas une forme de digitalisation. Ça peut aller du basique, de l'EDI, de la transmission de fichiers informatisés, qui est, je dirais, le b.a.-ba aujourd'hui. On n'imagine pas avoir un lien avec un client, quel qu'il soit, quelle que soit sa dimension. Qu'on parle d'une petite PME ou d'une grosse ETI, d'une enseigne de la grande distribution ou d'un client local qui va nous laisser 2000 ou 3000 palettes par an. On ne peut pas imaginer manquer de respect à l'EDI. Donc c'est le point d'entrée, la clé d'entrée. Mais au-delà de ça, il y a tout ce qu'on va développer derrière. Donc la traçabilité, bien évidemment, il faut que le client soit en capacité de savoir quel est l'état de son stock en temps réel, à la fois chez lui mais aussi chez nous, donc des interconnexions qui vont permettre de réaliser ça. Et puis lorsque le stock bouge, qu'il est en cours d'acheminement, soit en amont, soit en aval, qu'on soit capable de le géolocaliser, de le qualifier, un état, est-ce qu'il est en cours de livraison, est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il a été rendu, est-ce qu'il y a une conformité ou une non-conformité à la livraison, quel est son état réel, et tout ça, on va le rentrer dans une espèce de gestion d'une masse de données pour laquelle on donne accès au client, ou pas d'ailleurs, c'est lui qui choisit, de manière à ce que la plateforme digitale soit la plus ouverte possible, et pour nous et pour le client. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand on fait ça, de construire un système à un moment donné qui va aussi être bloquant pour le client, c'est-à-dire qu'on va l'obliger à rentrer dans nos process, dans notre système informatique, dans notre façon de travailler? Le big data. Ouais, est-ce qu'à un moment donné, voilà, moi j'ai mon système et je vais dire au client, c'est comme ça, vous travaillez avec nous, il faut vous adapter à mon système. Est-ce que vous arrivez à éviter cet écueil du fait de développer comme ça des plateformes, des outils, d'imposer le digital? Comment vous le gérez? Alors d'abord, on n'impose jamais le digital. C'est en accord avec le client où on lui propose des solutions et il en dispose. Au final,
Bien évidemment, on va l'encourager à travailler sur le DI, parce qu'aujourd'hui, de saisir, de double saisir, de triple saisir, ça n'a aucun sens. Donc on va lui faire gagner du temps déjà là-dessus. Mais au-delà de ça, cette gestion de la donnée data qui représente tout ce qui est dans les entrepôts, tout ce qui est en cours d'acheminement, la manière dont ça a été acheminé, les conformités, les non-conformités, éventuellement les procédures douanières, tout ça, c'est à lui de décider s'il veut en disposer ou pas. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'oblige aucun de nos clients à rentrer dans un processus dans lequel il s'enfermerait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bien souvent, les solutions qu'on construit, elles sont co-construites avec les clients. C'est-à-dire qu'on réfléchit à ces outils, on réfléchit aux nôtres, on voit quelles sont les interconnexions entre les deux. Là, on a un service DSI. Donc on est plutôt sur la construction d'un écosystème plutôt que de développer une usine à gaz qu'on va imposer aux clients. Bien évidemment. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est sur un marché qui est vivant en permanence. Les technologies évoluent. Enfin, là, on est en train de faire des tests pour les inventaires par drone. Je crois que 18 mois en arrière, on n'y pensait même pas. On était sur les prémices de l'idée. Aujourd'hui, il y a des réalisations d'inventaire par drone dans des entrepôts comme le nôtre, sur des capacités de stockage de 20 000 palettes. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, nous, on travaille avec un fabricant de logiciels de stockage, Hardis, avec la solution Reflex. Et aujourd'hui, Hardis est en capacité de proposer ce type d'inventaire. C'est des drones qui vont aller scanner les palettes à l'intérieur des racks. Là où, auparavant, on louait une nacelle pendant 2, 3, 5, 7 jours et on avait quelqu'un avec une douchette qui passait en permanence, qui extrayait toutes les palettes et qui vérifiait, enfin, avec tout ce que ça représente comme immobilisation, problème de sécurité, problème de fiabilité, parce qu'on avait une intervention humaine dont on sait que quelquefois, en fin de journée, on avait des doubles badgeages. Et là, on a quelque chose qui est vraiment une véritable avancée technologique. Nous, on n'impose pas au client, on lui dit, monsieur, si vous voulez, voilà ce qu'on peut vous proposer. Il est rare que le client le refuse. Il voit tout de suite aussi l'intérêt derrière, j'imagine, ne serait-ce que sur la facture et les coûts qui vont découler. Et du coup, ça a un impact aussi sur la façon de travailler. On ne travaille plus aujourd'hui dans une entreprise comme BR avec ces technologies-là, ce digital-là, de la même manière qu'on pouvait travailler en 64 quand a été fondée la boîte. Qu'est-ce que ça a donné? Quel a été l'impact là sur l'organisation de l'entreprise, sur les hommes et les femmes de chez BR? Qu'est-ce que vous avez mesuré comme... Alors, deux chiffres principalement. C'est le nombre de formateurs que nous avons en interne. S'agissant des conducteurs ou des métiers de la route, on a 14 formateurs qui sont pour la plupart d'anciens conducteurs, qui sont montés en compétences, qui ont été formés à la pédagogie et qui accompagnent aujourd'hui leurs anciens collègues à l'éco-conduite, la conduite responsable, les conduites en conditions de sécurité optimale. Et donc on a ces 14. À côté de ça, on a aussi des formateurs sur tous les métiers transversaux, donc bien évidemment la gestion de stock, et là ça représente un petit peu plus de 5 personnes, des informaticiens pour la plupart, qui interviennent sur chacune de nos plateformes à chaque fois qu'on a besoin d'une montée en compétences. Donc vous privilégiez plutôt la montée en compétences des gens qui étaient déjà là. Quand c'est possible, oui. Vous les accompagnez. Oui, quand c'est possible, incontestablement. C'est notre ADN, donc inévitablement, on a des gens aujourd'hui dans nos entrepôts qui sont là depuis plus de 20 ans, qui ont commencé avec un papier et un crayon. Pour certains même, ils avaient des difficultés à écrire et qui aujourd'hui pilotent avec une tablette un élévateur qui va chercher au 7e étage à 9,50 m de hauteur une palette de 1200 kg. Et qui fait ça avec une programmation, une caméra sur les matriplex. Enfin, on a là une technologie qui a évolué et qui a permis aux salariés d'évoluer aussi. Donc, et je dirais que la boucle est bouclée puisque tout le monde s'enrichit sur ce principe-là. Après, bien évidemment, sur certaines compétences, on va chercher l'expertise là où elle est. C'est soit dans les organismes de formation, soit chez les gens, chez nos confrères, inévitablement. Et puis du coup, ça a un impact aussi, j'imagine, sur vos clients, de voir que la montée en compétences de vos collaborateurs, la façon dont vous évoluez, vous les accompagnez. J'imagine qu'en termes d'image et de communication aussi, c'est quelque chose qui est important. Je vais vous raconter une petite anecdote. On a fait l'inauguration de ce site-là le 21 mars, donc il y a un petit peu moins de 2 mois maintenant, et on estimait que cet entrepôt, en accumulation, capacité de 23 000 palettes, qui fonctionne avec des robots, méritait qu'on la montre à nos clients. On en a fait une vitrine.
Et donc j'ai interrogé la directrice d'agence ici, Muriel, et je lui ai dit, est-ce que tu penses que ce soir-là, on pourra avoir 2 caristes qui feraient des démonstrations d'utilisation des navettes shuttle? Et en fait, on en a eu 5 qui sont portés candidats. On a dû leur expliquer qu'on n'allait pas tous pouvoir, et on les a fait tourner pendant la soirée, mais qu'on ne pourrait pas mettre 5 élévateurs. De montrer le travail et la façon dont et donc on avait fait un parcours de découverte ici. Donc on avait loué des Segway, parce que bon, on est quand même sur une plateforme qui fait 30 000 m². Donc on avait loué des Segway et on a proposé à nos clients de visiter notre entrepôt en Segway. Et on avait une halte, 2 haltes en fait, avec des opérations de manutention, de démonstration des navettes shuttle. Et en fait, on ne s'est pas posé la question de savoir si on allait avoir du mal à avoir des caristes démonstrateurs. C'était spontanément, ils se sont proposés tout seuls. Donc c'est juste pour parler un petit peu de cet engouement et de la manière dont chacun des collaborateurs se sent concerné par cette formation interne, cette montée en compétences. Donc ça correspond à ce qu'on disait au début, et puis on va boucler un peu la boucle sur les valeurs de BER, c'est aussi ça, quoi, quelque part. Pour quelqu'un qui s'occupe de communication, pour moi, c'est plus facile à vivre dans ces conditions-là que si j'étais obligé de jouer de la flûte en disant regardez comme c'est bien chez nous. On est d'accord. Sauf que tout le monde se cache derrière les rayonnages derrière. Non, c'est pas le cas. Donc là, c'est pas le cas, et c'est plutôt facile aussi en termes mais j'avais fait la même chose avec des baptêmes de la route en camion gaz à l'extérieur, parce qu'on a une partie de notre flotte qui est équipée en GNV, en gaz naturel pour véhicules. Et donc, je trouvais intéressant de montrer à nos clients, à nos fournisseurs, à nos partenaires économique ce que c'est qu'un camion gaz aujourd'hui, parce qu'on en parle, on a du politiquement correct qui nous abreuve de ce genre d'arguments, mais concrètement ça représente quoi? Et donc on avait 3 camions qui tournaient avec des baptêmes de la route, et de la même façon j'ai eu des candidatures de conducteurs qui jusqu'à minuit, entre 18h30 et minuit, ont fait des baptèmes de la route avec des hommes et des femmes, des clients, et ils étaient contents de leur montrer ce que c'était qu'un camion qui fonctionne au gaz, donc qui fait moins de bruit, qui est tout aussi confortable, dont le rendement kilométrique est identique à un moteur traditionnel, et puis surtout en termes de rejet qui est quand même beaucoup moins polluant. Donc il y avait cette fierté de ce nouvel outil. Des collaborateurs qui sont aussi des vrais ambassadeurs de cette marque. Et quand on parle de monter en compétences, c'est aussi ça, c'est à travers ces nouveaux outils, ces nouvelles technologies, de mettre nos collaborateurs en avant et d'en faire des ambassadeurs. Ok. Tout à l'heure, quand je te demandais comment tu voulais conclure un peu l'entretien, puisqu'on arrive à la fin de la discussion, tu m'as parlé d'un message que tu voulais, entre guillemets, faire passer, c'est des solutions réfléchies ensemble. On en a parlé juste avant, mais c'est un peu le mot de la fin. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, des solutions réfléchies ensemble avec les collaborateurs, les partenaires, les clients? Tu peux me donner un exemple? En fait, inévitablement, il y a un ADN chez BER qui fait que chacun d'entre nous se sent concerné par l'avenir de cette entreprise, et ça se traduit aujourd'hui à travers cette nouvelle démarche de nos dirigeants qui proposent aux cadres de les rejoindre pour demain être les dirigeants du groupe, donc sans pour autant mettre la pression à qui que ce soit. C'est juste de dire la porte est ouverte, venez nous rejoindre, et on verra bien d'ici quelques années comment on traduira ça. Mais ça se traduit aussi par, quand on parle d'investissement, et notamment sur le GNV, par les avis des conducteurs, utilisateurs ou pas d'ailleurs, et les techniciens en garage à qui on pose la question. Et puis ça va se traduire aussi par le déploiement de la toiture en photovoltaïque sur le toit de cette plateforme logistique de 30 000 m² qui va être capable de fournir assez d'énergie pour les 2 villages qui sont avoisinants, Albon et Saint-Rambert d'Albon, donc les entrepôts énergie positive, par tout ce qu'on fait en termes de développement durable. On a implanté des ruches sur nos bâtiments, à proximité de nos bâtiments logistiques, on produit notre miel qu'on offre à nos clients. On est vraiment dans une dynamique à la fois vertueuse qui implique chacun d'entre nous et qui dit voyons voir où cet avenir va nous emmener, parce qu'on prend du plaisir à le vivre ensemble. C'est un très joli mot de la fin. Merci Eric. Merci Karim. Merci.